Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Vous n'avez pas abandonné l'art. On vous a juste appris à le mettre sur pause. Ce podcast est là pour vous aider à désobéir et à appuyer sur play. Bienvenue dans les clés de la créativité. Un espace pour celles et ceux qui pensent que créer, c'est s'exprimer, respirer, exister. Un vendredi sur deux, vous entendrez la voix d'un artiste, d'une créatrice ou d'un agitateur culturel. On parle d'inspiration, de doute, de parcours, de tout ce qui rend la création vivante et essentielle. Envie de nous suivre aussi entre les épisodes ? Direction Instagram, TikTok ou LinkedIn, les clés de la créativité tout simplement. Ici, on ne vous demande pas d'être parfait, juste d'être vous-même. L'épisode commence. Bonne écoute. Comme convenu, voici la deuxième partie de l'épisode enregistré avec Erwan Corvelaire, compositeur, chef d'orchestre et corniste. Bonne écoute. On peut voir ça souvent, tu sais, qu'un peu sous la forme d'une pyramide. Et donc, tu as ceux qui amènent leur pierre au début, puis ensuite, par-dessus, tu as une nouvelle couche, puis une nouvelle couche, une nouvelle couche. Et à chaque fois, c'est des générations, en fait, qui s'enchaînent et qui construisent leur pyramide. Alors, le seul truc, c'est que la pyramide, à un moment donné, elle a une fin. Pour ce qui est de l'art, on attend toujours de voir la fin. En fait, c'est plus une tour qu'une pyramide, mais J'espère chacun que ça va apporter n'arrivera sa... jamais. J'espère J'espère qu'on aussi. verra jamais la fin de l'art et la fin de la musique. J'espère aussi. Bah, tu sais, actuellement, donc moi, je fais encore des études de direction d'orchestre. Je vais essayer de passer le DM de direction d'orchestre l'année prochaine. Mhm. Et je travaille avec Jean-Philippe Navarre, qui est le professeur que j'ai actuellement, qui est une personne passionnante, à la fois dans l'univers de la direction d'orchestre. Pour ce qui est de la composition, il a des opinions très intéressantes. Je suis pas forcément d'accord avec toutes ces opinions. Mais bon, si on peut parler de mentor, en tout cas, c'est lui le mentor que j'ai actuellement, hein, de façon un peu éphémère, Jean-Philippe Navarre. Lui, alors pas notamment, il est persuadé que tout ça va avoir une fin. Ah ouais. Alors ça fait pas partie des opinions. En tout cas, je ne veux pas y croire, et j'espère que ce n'est pas vrai. Mais lui, il pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de la créativité, que tout a été plus ou moins déjà inventé. En tout cas, dans certains styles musicaux, peut-être pas dans d'autres. Alors je devine ta pensée. C'est un peu choquant comme opinion. Bah, pas Et en même vraiment. temps, C'est un truc que j'ai déjà entendu. ouais, Sur la musique, j'ai entendu pas mal de jeunes musiciens qui disent que c'est vachement dur de trouver des nouveautés parce que ouais, tout a déjà été fait. Toutes les c'est vrai. suites d'accords, notamment dans des musiques comme du rock ou des trucs comme ça, toutes les suites Ouais, d'accords ont été explorées. Mais en fait, je suis pas d'accord avec le fait que ça limite la créativité. Ça ouais, ouvre la place à des nouvelles formes d'expression qui vont ouais, être des choses complètement différentes, et je suis pas du tout d'accord avec le fait que ça va s'arrêter. Mais je tout à fait. comprends que si Mm. tu décides de Ouais, ouais, démarrer en tant que groupe de rock et que tu dis ah bah je veux faire des compos originales, ouais, ouais. si t'as l'oreille large, tu vas découvrir que ce que tu fais, bah punaise, il y a des chances que tu l'aies déjà entendu quelque part et que tu t'aies fait une Bien espèce de sûr. pollinisation croisée avec des sons que tu as déjà entendus et Bien sûr. Alors après, les notes et les accords, c'est une chose. L'expressivité musicale, c'en est une autre. ouais. Sachant que, en plus de ça, lorsqu'on est dans le domaine de la chanson, et moi, bon, actuellement, je suis en pleine composition d'un opéra. J'en ai déjà Mhm. terminé un, et là, j'en continue un autre. Mais tu as évidemment l'élément textuel. Hein. Tu as les textes des chansons. Hein. Ça, je veux dire, tous les rockers, enfin, tout le domaine des musiques actuelles, la variété, etc. Ils font aussi des recherches et du travail sur le texte. Mhm. Donc, tu as le texte de la chanson, tu as la voix du chanteur, l'expressivité, tu as le son que tu vas rechercher aux instruments. Parenthèse intéressante, on peut parler un petit peu de la guitare électrique. Oui. La guitare électrique qui a été inventée dans les années 40, qui au départ s'était conçue comme étant en fait l'amplificateur de guitare, Mhm. avait pour but de tout simplement monter le son de la guitare, parce que Oui. bah, dans certains ensembles, on n'entendait pas suffisamment la guitare. Et puis, je crois que c'est en 1966 qu'il y a un petit malin, un petit ingénieur a inventé au Royaume-Uni le boîtier de distorsion. Boîtier de distorsion qui permettait notamment de déformer le son de la guitare et de lui donner un son complètement différent, avec ce son très rock, très ardu que l'on connaît aujourd'hui. Bon, après des distorsions, il y en a plein. Je veux dire, il y a plein aujourd'hui. Le boîtier de distorsion, c'est un machin avec plein de pédales. Tu peux avoir toute la palette de sons que tu veux, et la recherche n'est pas finie dans ce domaine. Et les premiers à avoir expérimenté ça, c'était les Stones. Rolling Stones avec la chanson I Can't Get, la chanson Satisfaction. Mhm. Donc le riff de guitare, c'est ta 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 da da ta da 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 ta ta. Riff Mhm. qui, en soit dit en passant, est sympa.
c'est pas le plus original qui soit. Et Mais le son, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont testé ce jour-là le boîtier de distorsion, on leur a mis ça sous les mains, et puis ils ont testé, ils se sont dit waouh, c'est mhm, incroyable, ça sonne très différemment comme ça, et c'est ce qui fait que la chanson Satisfaction est devenue une chanson culte, non pas forcément par sa mélodie et ses accords qui étaient extrêmement standards, mais parce qu'elle a notamment expérimenté ce nouveau son. Et là derrière, tu as des dizaines et des dizaines de groupes de rock qui se sont jetés, qui se sont engouffrés dans la brèche. Tous les studios, en quelques années, ont acheté le fameux boîtier de distorsion. Il y a eu des inventions technologiques, il y a eu, etc. Et donc là, on est reparti, c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour un nouvel élan. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la technologie qui nous permet aussi d'aller plus loin. J'ai envie de dire, à l'époque de Mozart, on était passé du clavecin au piano forte, qui est une sorte de clavecin un peu plus puissant, jusqu'au début du XXe siècle, où on va avoir le piano dans sa version moderne, qui là, pareil, va ouvrir des horizons formidables pour les compositeurs et les compositrices, parce que c'est quelque chose qui va permettre notamment un son complètement nouveau. Le perfectionnement des instruments aussi permet de renouveler. Donc c'est vrai que ce que pense mon professeur Jean-Philippe Navarre, en soi, n'a pas forcément tort sur certains aspects. Euh, le fond de sa pensée est un petit peu contredit par toutes les évolutions que l'on peut avoir aujourd'hui, que ça soit sur le plan technologique ou que ça soit sur le plan humain et le plan musical, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, les nouvelles façons de faire de la musique. Alors oui, les accords, les notes, etc., on peut peut-être à un moment donné finir par tourner en rond, quoique il y a encore des subtilités à trouver. c'est l'impression que ça donne, mais en Voilà. fait, Mais ça voilà. tourne pas plus en rond que ça, notamment Ouais, ouais. quand tu vois que certains morceaux peuvent être repris. Si ça tournait en rond, il n'y aurait pas de reprise. Le Ouais, principe ouais. d'une reprise, c'est Ouais, justement de remettre quelque chose qui était déjà très bon et de lui donner une nouvelle saveur. c'est ça. Donc, à mon sens, il n'y aurait pas de reprise Ouais, si ouais. ça tournait en rond. Bien Euh, sûr. Alors non, après, la reprise en soi n'est pas forcément un acte de composition en lui-même, c'est plutôt un acte de réinterprétation. Je ouais, dirais ça comme ça. Je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu connais la chanteuse Angélique Kidjo. si. Voilà, elle a fait notamment, alors elle a fait des choses magnifiques, j'adore son travail, et elle a fait notamment, il y a quelques années, elle avait fait une reprise du Boléro de Ravel, pour Mhm. revenir sur la sempiternelle même œuvre. Alors, il faut savoir que le Boléro de Ravel, il a été réinterprété des dizaines et des dizaines de fois, et elle a fait une reprise dans laquelle elle chantait un texte, notamment en mélodie africaine. Alors, je ne sais pas exactement le contenu du texte, mais tout un ensemble vocal. Alors, ce n'est pas un acte de composition. Elle ne fait pas acte de compositrice en faisant ça, mais elle donne une nouvelle version de ce qu'aurait pu être, de ce qu'aurait pu être la musique de Ravel. Et je veux dire, en soi, on ne peut pas dire si Ravel aurait adoré ou pas, mais voilà, l'acte de réinterprétation et l'acte de composition sont deux choses différentes. Mais dans tous les cas, même lorsqu'on réinterprète, on crée d'une certaine manière. On ne C'est là où compose je pas, voulais mais en on crée venir. quand même. C'est Voilà. là où je voulais en venir. C'est vrai que tu n'es pas sur une nouvelle composition, mais tu Non, crées quelque chose de nouveau à partir de tout ce à qui fait. existe déjà. De la même manière que quand tu reprends une suite d'accords, il y a plein de morceaux de rock qui sont composés sur les mêmes suites d'accords. Des suites 1, 4, 5 où tu prends ton premier accord, tu vas Ouais, chercher ouais, la quarte et la quinte, bah c'est tu ça, vas faire un morceau de rock. Et c'est derrière, tu ça. mets des paroles et puis bah, le copain va prendre les mêmes accords Voilà. parce que bah, c'est facile, hein, do, fa, sol. Ouais, ouais, Tu reprends do, fa, sol et puis tu le mets à ta sauce. Ok, voilà, mais tu tout fais à des fait. trucs géniaux avec do, fa, sol. Bien sûr. Et en plus de ça, moi, ce que j'adore faire, notamment, je peux prendre ce même do fa sol, et là-dessus, je vais mettre, par exemple, mettre des accords d'une autre tonalité. Et je vais mélanger deux tonalités, ce qui va donner une musique complètement psychédélique, complètement dingue. Là, c'est reparti pour un tour. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux finalement mélanger du tonal et de la tonale. Alors, ça va donner une musique qui va plaire ou ne pas plaire. Mais en tout cas, tu t'es reparti pour un nouveau tour de créativité sur plein de choses. En plus de ça, il y a commencé dans les années 50, dans les années 60, il y a les musiciens qui ont commencé à expérimenter les quarts de ton. Je sais pas si voilà, les tons et les demi-tons, si ça te parle. Oui. Voilà, le ton et le demi-ton, si je te le chante, je sais pas si dans le cas ça passera très bien, mais un ton, c'est ça. La, la. C'est cet intervalle-là entre deux notes. Et le demi-ton, c'est la, la. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un intervalle un peu plus petit. Eh ben,
il y a des petits malins qui se sont dit, et pourquoi est-ce qu'on n'expérimenterait pas encore un intervalle encore plus petit, un quart de ton. Alors du coup, je pourrais pas te le chanter parce que Ça ça sonnera pas au serait casque parce que déjà le voilà, demi-ton il est limite. Faudrait le voilà, jouer et tu peux pas le jouer sur un instrument. La guitare, tu peux jouer des quarts de ton en faisant un bend, ouais, ouais, mais sinon sur un piano il n'y a pas de bend, donc j'imagine pas que tu ouais. puisses faire des quarts de ton au piano. Ouais, ouais. Non, ça, non. Alors, il y a un compositeur, je sais plus lequel, mais je sais qu'il y a un compositeur qui s'est fait créer son propre piano avec Le deux taré. claviers. Ah non, mais c'est complètement dingue, hein. Il s'est fait créer son propre piano, il l'a commandé avec deux claviers et un peu comme un orgue, un clavier réglé un quart de ton en dessous de l'autre. Donc oui, quand il se testait avec les deux claviers, en fait, il avait une main qui jouait dans une tonalité et l'autre main qui jouait un quart de ton en dessous. C'est complètement dingue. Je veux dire, là, alors ça donne des musiques qui sont pas faciles à écouter, mais il J'imagine, n'empêche que ouais. ça ouvre un champ des possibles formidable. Donc c'est quelque chose. Après, on n'aime pas, hein, la question du goût, elle intervient après. Mais ça donne. Là c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Donc je l'espère en tout cas que oui, le champ de la création, il est infini et qu'il s'arrêtera jamais. J'en suis absolument convaincu et plus je parle avec des artistes et des auteurs et pour moi la composition fait partie Bien sûr. que tu le fasses passer avec une peinture, que tu le fasses passer avec un texte, un compositeur pour moi c'est un auteur. Oui, bien sûr. Les auteurs de Bien sûr. musique, au lieu d'être auteur d'un Tu fais texte, circuler un message et ce message-là, c'est c'est un ça auteur. la base Et de la plus je créativité. parle avec, T'as envie de dire auteurs quelque chose. Et justement, ça m'amène à une transition intéressante. Qu'est-ce que le fait d'enseigner t'a appris sur ta propre créativité? Alors, le fait d'enseigner, en fait, d'une certaine manière, un enseignant, alors là, je dirais, toute matière confondue, d'une certaine manière, un enseignant, c'est un peu aujourd'hui, l'enseignant, c'est un peu les influenceurs d'autrefois, pour reparler influenceurs YouTube. Mais parce que je sais que mes élèves, évidemment, toi, ça te fait rire, mais alors mes élèves, ça leur parle aussi parce que j'en ai souvent dans mes classes des gamins qui rêvent de devenir plus tard influenceurs YouTube. Alors, on est obligé évidemment de remettre les choses à leur place parce que c'est un métier qui est, d'une part, qui peut être assez solitaire et en même temps, ils s'imaginent que, bah, grosso modo, tu vas passer tes journées derrière un écran tout tranquille dans ton siège, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire, C'est un boulot de fou, hein, c'est influenceur, un ils se rendent pas c'est un compte. boulot monumental. Et puis, je veux dire, ceux qui arrivent vraiment à en vivre, bon, bah, ils se font démarcher par des marques, ils ont des accords commerciaux, etc. Mais ils ont plus de vie, hein. Je veux dire, c'est quelque chose, ça devient très compliqué. Et puis, voilà. Mais l'enseignant, en fait, c'est une sorte d'influenceur dans sa classe qui va orienter la réflexion des élèves vers un certain type on va dire, vers un certain type de réflexion. On est en quelque sorte des créateurs de contenu. Et c'est là que justement ça rejoint un peu le métier de compositeur, et plus particulièrement dans la musique, parce que bon, un professeur de mathématiques, il a un programme à faire. Il doit faire les fractions en sixième, il doit faire les identités remarquables en quatrième, il doit faire les probas, il doit faire les stats. Alors, généralement, de façon conventionnelle, il organise son schéma de cours dans l'année de façon à ce que ça soit progressif, de façon à ce que les élèves puissent avoir vu ça avant de voir ça. Ça leur permettra de développer telle ou telle compétence et ça les aidera pour la suite. Euh, donc ça, leur chemin, d'une certaine manière, il est quand même relativement tracé. Après, le professeur de mathématiques dans sa classe, dans sa méthode d'enseignement des mathématiques, il peut se montrer quand même relativement novateur. Nous, pour ce qui est de la musique, d'une certaine manière, on a un avantage, c'est que notre programme, il est relativement flou. Il est dit dans notre programme d'éducation musicale, mais c'est pour ça, c'est assez bien. En fait, c'est un gros avantage. Alors, j'ai des collègues souvent qui sont perdus, qui disent, mais oh, dans le programme d'éducation musicale, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Je dis, ben, moi, j'ai envie de leur dire, mais tu as besoin qu'on te dise quoi faire. T'es musicien, donc vas-y, lance-toi. Vois les choses comme tu as envie de les voir. Et en fait, nous, il est dit, grosso modo, qu'on doit essayer de les faire pratiquer. Mhm. Faire pratiquer les élèves, ça peut être du chant, ça peut être des percussions. Alors évidemment, tout ça, ça dépend de l'équipement de ta salle. Il dit qu'on doit les faire pratiquer. Il est dit qu'on doit leur faire voir des styles de musique variés. Si je te résume, hein, grosso modo, c'est Mhm. évidemment un peu plus élaboré que ça dans le texte. Mais voilà, il est dit qu'on doit leur faire développer un certain type de compétences.
on leur doit faire développer des compétences musicales, par exemple, savoir reproduire un modèle mélodique, savoir reproduire une mélodie, savoir, voilà, à un moment donné, chanter une musique de façon expressive. Voilà, ce sont ces choses-là que l'on doit leur faire travailler. Mais il n'est dit nulle part qu'on doit leur faire travailler Mozart, La qu'on doit leur flûte à faire bec. travailler la flûte à bec. La flûte à bec qui en fait n'a jamais vraiment été, alors ça je sais, ça a traumatisé des générations et des générations de gens. Et en même temps, je trouve encore des gens pour me dire que ils avaient bien aimé leur passage de la flûte à bec. Moi, j'ai des parents d'élèves, des fois, qui viennent me voir, qui me disent, mais ah, mais la flûte à bec, moi, quand j'étais au collège, moi, j'aimais bien, c'était chouette, etc. Et c'est assez incroyable. Mais effectivement, la majorité des gens, ils ont été, je pense, traumatisés par ça. Et moi-même, en ce qui me concerne, en tant que musicien, le souvenir de la flûte à bec, il n'est pas extraordinaire non plus. Hein, mais c'est voilà. Mais donc là, on a une marge de manœuvre énorme dans la façon dont on va enseigner la musique à nos élèves, et on peut tout à fait, alors on peut, évidemment, on a un répertoire monumental que l'on peut leur faire travailler, c'est-à-dire qu'on choisit globalement les musiques que l'on veut. Les seules règles, évidemment, c'est éviter les musiques avec des propos qui peuvent être de nature contraire à l'éthique, des propos D'accord, racistes, antisémites, on est etc. Voilà, d'accord. tout ça, évidemment, on doit éviter. Ce qui paraît tout à fait normal. Mais en dehors de ça, on a la possibilité de leur faire travailler, je veux dire, je peux leur faire travailler une chanson de death metal si je veux, à partir du moment où le texte, les paroles sont acceptables pour un public jeune et non averti, eh ben, il n'y a pas de problème. Ça peut, en tout cas, dans le cadre de l'institution, ça passe sans problème. Il m'arrive régulièrement de leur faire travailler des morceaux de rap. Mhm, Voilà, parce qu'il y a du rap, je veux dire, le rap, c'est infini. Les mhm. textes de rap, on a du rap complètement naze, complètement idiot, et on a du rap qui peut être passionnant. Alors, je te demande juste une petite seconde. Il y a mon fils Léon qui ouvre la porte. Bah, tu dis Juste une bonjour petite à Léon. seconde. Je mets un repère d'édition. Avant qu'on soit interrompu, tu me disais qu'il y avait de très bons raps, des raps beaucoup moins bons, voire complètement nazes, et que tu faisais travailler ça à tes élèves. Est-ce que il y a d'autres choses que tu leur fais travailler en musique contemporaine, mais la question de base, c'était vraiment qu'est-ce que ça t'a appris sur ta propre créativité de faire développer tout ça? Oui. Alors oui, effectivement, pour répondre à cette question-là, bah déjà, je veux dire, un cours de musique, c'est un acte de création en soi. Alors un acte de création avec du contenu qui existe, c'est-à-dire que je fais découvrir au départ aux élèves, je leur fais pas découvrir mes propres compositions, je leur fais découvrir des musiques qui existent. C'est dans la méthode pédagogique, dans la façon dont je vais leur faire découvrir, que là, je me montre déjà un petit peu créatif. Ce que fait en fait n'importe quel enseignant, toute discipline confondue. La façon dont tu vas faire aborder tel ou tel sujet, elle t'est propre, hein, et c'est quelque chose voilà, qui est propre à chaque enseignant. Donc déjà, je veux dire, faire un cours, c'est créer du contenu. La façon dont tu vas arranger les choses, la façon dont tu vas, par exemple, tu vas faire un chapitre de cours. Si je fais par exemple un chapitre de cours, que je dise, voilà, si je fais un chapitre de cours, par exemple, j'en fais un sur la, la réinterprétation. C'est-à-dire comment réinterpréter une musique, la reprise, la réinterprétation. On avait parlé de reprise tout à l'heure. Mhm. Et ben, par exemple, j'ai pris un truc standard, c'est-à-dire le boléro de Ravel, et montré aux élèves, c'est une découverte pour eux, parce que alors, le boléro à l'état original, souvent ils le connaissent, ils ont déjà entendu la musique, même s'ils ne savent pas forcément trop dire ce que c'est, ils le connaissent, et je leur fais voir, après je leur fais voir toutes les reprises qu'il y a eu par ce boléro. Il y a eu une reprise de Frank Zappa, il y a eu une Mhm. reprise de Angelique Kidjo, il y a eu une reprise de Benny Goodman, il y a eu une reprise par Pierre Dac, qui en a fait une sorte de musique humoristique, etc. Voilà. Et à chaque fois, bah, je les amène à essayer de découvrir qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce que c'est? Ah bah là, c'est plus un orchestre, là, c'est des voix, là, il y a un texte. Là, j'entends que j'arrive à leur faire entendre que notamment que ce n'est pas la même tonalité. Hein. Le boléro qui est en do majeur, eh ben, chez Angélique Kidjo, par exemple, il passe en fa majeur. Hein. Et ça, alors, je leur fais pas forcément dire les tonalités, mais je leur fais prendre conscience que, ah oui, effectivement, là, on a compris que c'était pas la même tonalité. Pourquoi? Parce que la note n'était pas à la même hauteur. Hein. Donc ça, Mhm. c'est aussi quelque chose de très important. Et je leur fais notamment découvrir aussi un petit peu ce que c'est que le métier de compositeur. Je leur parle beaucoup de ça. Je dis, bah voilà, l'acte de créer de la musique, l'acte d'écrire de la musique, en quoi ça consiste.
Alors chaque début d'année, moi souvent ce que je fais, c'est que quand j'accueille mes classes, là, à chaque rentrée je fais pareil. Euh, donc le petit mot de bienvenue, etc., les règles du cours, et je leur fais une petite démonstration de corps. Et avec toutes ces années, en fait, je me suis constitué un petit répertoire d'œuvres que j'ai écrites pour le corps avec accompagnement de piano. Et ce que je fais, c'est que je fais jouer le piano par mon logiciel, etc., dans les Mhm. enceintes de la salle de musique, et je m'accompagne moi-même au corps. Et donc là, ils ont l'occasion d'entendre quelque chose que j'ai écrit moi-même. Mhm. Voilà. Des fois, je fais des réarrangements de morceaux euh, de musique qui existent. Je fais des réarrangements de morceaux de façon à l'adapter pour mes classes. Et là, dernièrement, ce que j'ai fait, et je pense que je passerai à la vitesse supérieure d'ici quelques années en composant vraiment pour mes élèves, mais je veux pas non plus leur faire jouer comme mes compositions parce que l'intérêt aussi, c'est qu'ils découvrent le répertoire. Mais dernièrement, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau un morceau qui avait été écrit pour Harmony d'un compositeur américain, et j'ai tout simplement écrit un texte dessus. Et j'aurais fait chanter ça. Et donc là, je veux dire, je rentre aussi, je commence vraiment à joindre quasiment mon activité de composition directement à mon activité de professeur de musique. Il y a aussi une autre chose que je fais, et là, c'est vraiment un truc qui me passionne aussi, c'est que, en fait, en plus de donner les cours de musique au collège, je dirige la chorale du collège. Chaque année, j'ai une Mhm. vingtaine d'élèves qui s'inscrivent pour la chorale. Et en fait, là, dans l'établissement dans lequel je suis, c'est un établissement REP, qui a un gros avantage, c'est que le REP, en fait, ça donne des moyens supplémentaires. Quand tu es classé REP, réseau d'éducation prioritaire, tu as des moyens, tu as de l'argent supplémentaire pour mener des tas de projets avec les élèves, ce qui est un sacré avantage. Et du coup, ce que je fais, c'est que je monte toute une comédie musicale que j'écris intégralement de A jusqu'à Z. Là, l'année dernière, par exemple, cette année, on a, euh, on a interprété donc une comédie musicale que j'ai écrite qui s'appelle La Bonne Dose. C'est l'histoire d'une enquête policière un peu farfelue dans un lieu fictif. Et donc j'ai tout écrit moi-même, les textes, les paroles, les musiques, etc. J'ai fait des arrangements en fait que j'ai enregistré moi-même les arrangements sur les différentes parties d'instruments sur Audacity. J'ai compilé tout ça, ça a été un travail de son énorme, et je fais chanter les élèves là-dessus. Et donc à la fin, ça nous a donné un projet complet. Et alors ça, moi, ça me passionne, parce que je veux dire, à la fin, lorsque ma musique, elle est jouée et chantée par mes élèves et que tout le monde est content, je veux dire, il y a rien de plus, il y a rien de plus magique. Non, je suis d'accord. Et C'est d'une certaine manière, fantastique. c'est aussi ça que le gros avantage, c'est que j'ai trouvé en l'éducation nationale un producteur. Alors certes, un producteur qui me donne pas d'argent pour ce que je compose, mais qui est un producteur qui me paye pour les cours que je fais, hein, pour Ouais. tout le travail que je fais. Mais d'une certaine manière, grâce au collège, en fait, ma musique, elle est jouée. Et Mhm. ça, c'est génial parce que la plus grande difficulté pour un compositeur, c'est évidemment de se faire jouer. Bien sûr. Donc là, Et mon premier producteur, c'est l'éducation nationale. Le deuxième, c'est l'harmonie dansée que je dirige. Où, mhm. pareil, de temps en temps dans le programme, je glisse une partition à moi sur les pupitres et je leur fais essayer ça. Et je dis, ouais, voilà. Et là, dernièrement, j'ai fait jouer, on a fait un concert à la Salle Poirel à Nancy, et j'ai dirigé un de mes morceaux intitulé Les affaires sont les affaires. Alors, je ne l'ai pas encore diffusé sur YouTube parce que je n'ai pas encore les autorisations des musiciens, mais je vais essayer de faire ça à la rentrée. Mhm. Je pense que normalement, ça devrait pas poser de problème. C'est un morceau un peu jazzy, un peu blues jazz façon harmonie. C'est assez sympa. Et en tout cas, les gens, les musiciens étaient très contents, le public a beaucoup apprécié, et ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont demandé de le reprogrammer pour le concert suivant. C'est Donc, chouette. non, T'as une chaîne oui, j'ai une YouTube? chaîne. Alors, j'ai une chaîne YouTube, oui, oui, je Je la crois que mettrai dans les liens de la il me description. semble que je t'avais, ouais, il me semblait que je t'avais envoyé les liens, mais sinon, je peux tout à fait te renvoyer ça. Mais voilà, alors ce morceau-là ne figure pas encore dessus, mais j'ai mis un certain nombre de morceaux de composition. J'ai mis des quatuors de corps que j'avais écrits à l'époque du Covid, par exemple, lorsqu'on était tous bloqués chez nous à la maison. Et ben moi, je veux dire que je me suis régalé de l'instant parce que quand j'étais pas occupé à séparer mes deux enfants qui se battaient, et ben je composais de la musique. Ça J'y a passe. été une énorme source de créativité, ce Ah ouais, Covid. ouais, ouais, ah ouais, c'est incroyable. D'un côté, je pense que beaucoup de gens ont été très malheureux d'être séparés du monde. Et d'un autre côté, pour beaucoup, dont moi, ça a représenté une aubaine parce que du coup, on avait la possibilité de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire en temps normal. Et donc voilà. Sachant que moi, la composition, j'y passe facilement
4 à 5 heures par jour. En plus de tes préparations de cours, Voilà. c'est en En plus surcouche de, du en- reste de la vie de voilà, famille. en plus de mon travail. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, une fois que tout le monde est couché le soir, c'est parti. C'est le moment, c'est le casque sur la tête, le piano en marche, et puis voilà, je joue, je compose, j'écris. Voilà, donc j'y passe un temps conséquent. Ok. Qu'est-ce qui t'aide à relancer l'inspiration quand ça coince? Alors, ce qui peut m'aider à relancer l'inspiration, c'est par exemple, des fois, c'est de faire un break. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant 2-3 semaines, allez, je pars en vacances, je laisse le papier et le crayon. Alors, ça m'arrive rarement, j'ai du mal à lâcher. C'est très compliqué de lâcher. Mais je laisse, je fais un break et j'abandonne toute activité de composition. Ça me donne du temps, du coup, pour aller voir des concerts, découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux gens. Parce que, comme je disais, hein, c'est une tour, c'est une pyramide, chacun apporte sa pierre. Et donc, forcément, lorsqu'on compose, on part jamais de rien. On va forcément à un moment donné s'inspirer du langage de quelqu'un, on va forcément avoir des inspirations de divers compositeurs que l'on va ensuite remettre à sa sauce. Hein. Et c'est pas faire du plagiat que faire comme ça, c'est simplement que on s'appuie sur le travail des autres pour développer soi-même son propre travail. Et c'est quelque chose qui est vachement important. Et ça, bon, pour le coup, j'ai pas honte de le dire. Mais Donc il le n'y a fait pas de d'aller honte. découvrir de la musique, le fait de découvrir de la musique, d'écouter de la musique, d'aller voir des concerts, etc., c'est une opportunité formidable de dire, ah mais tiens, il y avait ça aussi, ça, je veux dire, c'est possible, voilà, on peut s'inspirer de ça. Je veux dire, c'est comme un peintre qui, à un moment donné, il en a marre de peindre, allez, il va faire un tour, il va aller voir le monde, il va regarder, Exactement. parce que voilà, on arrête de composer pour écouter, de même qu'on arrête de peindre pour regarder. Et ça, voilà. Alors il y a effectivement des passages à vide comme ça, et bon bah, il y a des moments où je me dis, ouf, j'arrête, je fais autre chose. Comme je fais aussi un peu de peinture, et ben du coup, de temps en temps, lorsque je suis moins inspiré musicalement, et ben hop, allez, un petit coup de peinture, ça va me changer les idées, ça me permet de développer d'autres compétences, et ça me permet simplement de relâcher un peu. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis, c'est ce que tu dis aussi, c'est que s'arrêter de composer pour écouter, c'est vrai que ça va t'ouvrir un nouveau champ. Et le fait de découvrir des nouvelles choses ou d'entendre des choses nouvelles ne va pas faire que tu vas Bien sûr. copier. De Ouais. la même manière qu'on disait tout à l'heure que reproduire une suite d'accords, c'est pas du plagiat. Si tu Ouais. reproduis textuellement la mélodie, là, on va savoir que tu te moques, que tu te fous de la gueule des gens, faut être clair. Ouais, ouais. Mais à partir du moment où toi, tu as ta patte, tu as ton truc qui fait qu'on reconnaît ton son immédiatement, que tu t'inspires de quelqu'un d'autre, c'est pas du tout. Je ne vois aucun inconvénient à ça. Et comme tu dis, c'est Ouais, pas ouais. du tout du plagiat. Non, non. Euh, alors, par contre, est-ce que ça t'arrive de demander l'avis des autres quand tu as composé ou est-ce que tu restes dans ta bulle et puis bah, c'est mon truc, c'est comme ça, j'avance? Alors, disons que sur la composition en elle-même, lorsque je suis en train de composer, je demande l'avis de personne. Là, pour le coup, je demande à personne. Par contre, une fois le travail fini, je peux facilement, oui, le faire écouter et puis, en soi, demander à la personne ce qu'elle en pense, même si en fait, bon, elle pourra me dire j'aime, j'aime pas. La plupart du temps, les gens, quand ils sont polis et bien élevés, ils disent qu'ils aiment bien. Mais le fond réel de ce qu'ils pensent, ça, je le connaîtrai jamais. On va pas se mentir. Mais disons que disons que en soi, dans l'acte quand je suis en plein travail, je suis en plein travail. Et je vais pas forcément avoir le réflexe d'aller demander aux autres. Alors cela étant, j'ai décidé quand même là, dernièrement de franchir le pas. Dans un an, quand j'aurai fini mon cursus de direction d'orchestre, quand j'aurai passé mon diplôme, mon DEM de chef d'orchestre, mon professeur de direction d'orchestre, Jean-Philippe Navarre, enseigne aussi la composition. Et je pense que quand j'aurai passé le DEM de direction d'orchestre, je pense déjà à comment est-ce que je vais m'occuper. Et je me dis que je vais m'inscrire dans sa classe de composition. Chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, mais là, je me dis que ça va m'ouvrir un certain nombre de champs des possibles. Ça va m'ouvrir des pistes de travail que je n'avais pas forcément étudiées. Ça va peut-être me donner aussi un peu de méthode, parce que c'est vrai que ma méthode, je me la suis construite tout seul, mais c'est peut-être pas forcément la bonne. Le fait d'aller à un moment donné prendre des vrais cours avec un professeur, ça pourra peut-être me donner, ça va forcément m'apporter quelque chose. Donc là, c'est vrai que dans ce cas-là, dans le cadre d'un cours de composition,
là, je vais bien être obligé, à un moment donné, de montrer mon travail en cours de route pour que pour que le professeur donne son avis et dise, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, voilà. Bon, après, sachant que euh, le cours de composition en lui-même, normalement, le jugement ne porte pas sur le style musical que tu choisis, mais bien sur les techniques que tu mets en œuvre pour y arriver. Il y avait des professeurs de composition qui, notamment, par exemple, disaient à leurs élèves, ils leur disaient, bon, j'aime pas ce que tu écris, mais l'essentiel, c'est que toi, t'en sois convaincu. Alors, Mais je c'est un peu suis. abrupt comme façon de parler, mais voilà, j'aime pas ce que tu fais, mais bon, si toi, t'en es convaincu, écoute, l'essentiel, c'est que ça va. J'ai eu la même chose avec des profs d'archi hein, qui disaient à certains Ouais, élèves, alors franchement ce que tu fais, alors, je ne voudrais jamais voir ça, mais par contre tu l'as fait de la ouais, bonne manière. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, l'enseignant doit garder doit garder une certaine distance Hmm. par rapport entre ses émotions et le retour que vont lui faire ses élèves. Moi, c'est vrai que quand certains de mes élèves me font entendre les nouveautés musicales, les trucs, mais absolument, mais inécoutables, hideux, des machins qui n'ont absolument aucune substance, aucun intérêt, etc. Bon, je prends sur moi pour leur dire, ah, effectivement, c'est bon, d'accord, c'est une façon de faire, pas forcément celle que j'aurais choisie, mais effectivement, il y a ci, il y a ça dans votre musique. Enfin, voilà, je vais faire des pirouettes, je vais essayer de rebondir pour essayer de leur faire comprendre que oui, je comprends l'intérêt qu'ils peuvent trouver à leur musique, même si par derrière, je vais trouver ça nul, mais Moi, à titre personnel, je suis beaucoup moins charitable que toi, hein. ouais, ouais, Je m'en moque ouvertement bien sûr. de ces choses-là parce que, alors attention, encore une fois, dans tous les genres musicaux, il y a des génies, il y a des gens qui sont très bons, il y a des Ouais, gens qui sont excellents, et il y a des gens qui sont moyens, et il y a des gens qui sont pas bons. Et la différence dans certains styles musicaux entre le génie et le pas bon, parfois ouais, le pas bon, bah, il a un producteur qui est capable de mettre plein de pognon pour faire écouter le pas bon, c'est ça, et c'est lui, il ça. passe à la radio. Ah ouais, ouais, bah ça c'est clair on en connaît quelques-uns, mais après on n'a pas forcément tous les mêmes références en la matière. Je veux dire, si je te donne l'exemple de Johnny, Ouais. il est assez parlant parce que c'est pas typiquement le genre de personnage extrêmement clivant. Tu Mhm. vas avoir une partie de la population qui vont trouver que c'est un génie. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai eu un élève de lycée qui était fan de Johnny. Et en plus, cet élève-là s'appelait Johnny. Je ne sais pas à quoi pensaient ses parents, mais à mon avis, Tout est ils dans ont le dû lui coller titre. ça dès le berceau. Voilà, tout est dans le titre. Et c'était un fan de Johnny. Et puis, regardez, franchement, la carrière qu'il a eue, regardez ça, etc. Alors, bon, j'ai rien dit parce que je suis professeur et que je suis censé afficher la neutralité du fonctionnaire. Mais j'avais envie de lui dire exactement ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que, ouais, en fait, ma carrière, vous savez, il a trouvé les bonnes personnes qui lui ont financé ses concerts. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Mais à côté de ça, je veux dire, enfin, on peut admettre effectivement que bon, il a une voix qui est brillante, il a un timbre de voix qui correspond au rock, et ça plaît beaucoup à certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont trouver ça absolument nullissime. Voilà, je veux dire, après, chacun, évidemment, a son opinion, son avis. C'est pour ça que, bon, moi, en tant qu'enseignant, évidemment, j'essaie de rester un peu au-dessus Il de y tout a, ça. il y a quand même des références qui sont, on va dire, enfin, qui sont très acceptées en termes de musique et qui font pas forcément l'unanimité, mais qui Mm. sont quand même, voilà, des grosses références de base, que ça soit Ouais, ouais, quel que soit le domaine musical. Et il y en a qui rentrent dans ce cercle de référence parce qu'il y a eu un appui financier et pas parce ouais, qu'il y a un véritable talent. c'est ça, Après, c'est chacun ça. voit le talent à sa porte. C'est Ouais, ouais, aussi un talent d'être capable de tenir des scènes de 80 000 personnes pendant 3 heures avec tout à de la fait, musique comme tout à Johnny, fait. hein. Et je te parlais de la chanson Satisfaction Ouais. des Stones, 1966, mais clairement, cette chanson-là, s'il n'y avait pas eu l'inventivité du boîtier de distorsion, il y a pas eu ce son de guitare très particulier, etc., la chanson, elle serait sans doute peut-être passée à l'as. Oui, Alors moi, complètement. ça me fait rire hein, quand je vois des reportages journalistiques, notamment, qui rappellent la jeunesse de cette chanson et qui disent notamment les trois accords de I Can't Get No, qui sont trois accords blues. T'as le journaliste qui dit trois accords de génie. Génie, bah disons, dans ce cas-là, l'histoire de la musique a été parsemée de génie parce que ces trois accords, ils ont été déjà utilisés un nombre de fois incalculable avant.
Absolument. Voilà. Mais c'est vrai que la chanson, elle a bénéficié de cet effet justement de la nouveauté du boîtier de distorsion. C'est aussi comme l'invention de l'autotune. Au secours. Si tu vois, Ça me fait voilà. saigner des oreilles, l'autotune. J'ai beaucoup de mal. Je crois que tu n'es pas le seul. Je Mais serais moi, capable de bien chanter, moi, avec un autotune, et je suis Ah bah oui, infoutu de oui, oui. chanter. Hein. Ah oui, non, mais ça, on serait tous capables de très bien chanter avec ça. Mais le fait est que moi, mes élèves de collège, beaucoup, alors il y en a qui, c'est pareil, il y a pas de juste milieu. Soit ils adorent, soit ils détestent. Mais une bonne partie d'entre eux adorent ça. Ils trouvent que c'est fantastique, que c'est la meilleure invention du monde. Ils comprennent pas pourquoi tous les chanteurs aujourd'hui ne chantent pas comme ça. Ils comprennent pas pourquoi ça sonne pas comme ça lorsqu'ils vont en concert. Alors Ah bon, bah, l'autotune a eu effet pour aussi de modeler un peu notre oreille. oui. Mais mais voilà, mais c'est effectivement, c'est aussi quelque chose. Les musiques qui sont sorties avec les premières chansons qui sont sorties avec l'aide de l'autotune, elles ont fait un carton parce qu'il y avait la nouveauté et puis voilà, il y avait le nouveau son. Comme le Voilà, truc la de chanson peut Cher, être là, est-ce que nulle. c'est pas elle qui a fait ça la chanson de Cher qui disait... Oui, 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 il y a eu cette chanson-là, Believe, Ouais. je sais plus exactement, mais Mm. voilà, il y a eu ça. Il y a Booba qui a aussi utilisé l'autotune. Enfin voilà, il y a les premiers artistes à avoir utilisé l'autotune. Bah, ils ont eu tout de suite cette étiquette de visionnaire, Novateur. des gars qui ont, voilà, novateurs. Alors, voilà. Et parenthèse intéressante, moi j'ai vu tout un reportage sur l'autotune, la naissance de l'autotune. Tu sais que le mec qui a inventé l'autotune, c'était Andy Hildebrand. Et le gars, au départ, il était ingénieur en installation pétrolière. Mhm. C'est-à-dire qu'il avait créé un logiciel qui lui permettait de détecter des nappes de pétrole. Et en fait, ce logiciel, une fois qu'il a pris sa retraite, qu'il avait un peu plus grand-chose à faire, et ben ce logiciel, il s'est dit, je vais le remanier, je vais en réutiliser les codes et je vais en faire un logiciel d'autocorrélation vocale. Et c'est comme ça que l'autotune est né en fait. L'autotune est né D'un logiciel de recherche de- pétrolière. d'un logiciel de recherche pétrolière. Alors ça, moi, je trouve que cette histoire, elle est fantastique. C'est extraordinaire. Mais fais des recherches, tu vas voir Ah non, mais je te que c'est tout crois. à fait vrai. Je te crois. C'est assez incroyable, c'est génial. Donc voilà. Donc après, bah, qui sont les inventeurs? Est-ce que ce sont les ingénieurs? Est-ce que ce sont les musiciens qui sont derrière? Alors après, la musique de tout temps, hein, je veux dire depuis les débuts de l'ère musicale, la créativité musicale s'est nourrie aussi de la créativité technologique. La musique est aussi l'application de lois propres à la physique. Il n'y aurait pas de physique, il n'y aurait pas de musique, ça c'est clair. C'est vrai que la technologie amène des choses à la musique Bien sûr. et on a parfois l'impression que ça lui en enlève parce que bah, tout ce qui devient technologique perd ce côté humain. Je repense notamment au moment où Dire Straits a sorti son album Money for Nothing en CD. Il me semble que c'est Mhm. celui-là qui est le premier album, c'est celui-là au Brother in Arms, je sais plus. Le premier Ouais. sorti en CD. Et derrière, on avait l'impression que le son était absolument fantastique. Et quand Ouais, tu ouais. réécoutes des albums vinyles par rapport à des albums CD, t'as l'impression que le CD Ouais. manque de profondeur, que le son numérique est un peu tué, a un peu Ouais. tué le son général. Alors c'est vrai que la question se pose beaucoup aussi par rapport au MP3. Hein, Voilà, le par contre ça MP3 c'est une catastrophe, clairement. voilà, est reproché d'avoir une qualité de son complètement pourrie, ce qui effectivement n'est pas assez proche de la vérité. Et donc ça aussi, alors là on n'est plus dans la technologie de création musicale, c'est la technologie de rediffusion. Ouais. Là on est effectivement sur un autre domaine. Euh, C'est pas disons que faux. Ce que tu dis, voilà, mon propos voilà. était un peu hors sujet. Je me rends Ouais, compte voilà. maintenant quand tu Mais le présentes. voilà, moi je parlais surtout de technologies permettant de faire de la musique, Mhm, mhm, mhm. dans laquelle on peut inclure effectivement l'autotune, même si je suis d'accord que le sujet est assez clivant. Mais on est, je veux dire, depuis le début de l'ère musicale, je veux dire, je te donnais l'exemple de passage du clavecin au pianoforte et puis au piano, qui a donné notamment l'ère des grands concertos pour piano, les concertos pour piano de Beethoven, Chopin, etc. Bah, tout ça n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu à un moment donné l'invention du piano avec les pédales de tenue. La pédale qui permet de tenir le son, qui permet de juxtaposer les accords, qui te permet une richesse musicale que tu n'avais pas avant. Et puis, ce que je trouve vachement bien avec ces avancées technologiques, c'est qu'elles sont additionnelles. C'est-à-dire que le piano s'ajoute au pianoforte et au clavecin. Même si je suis d'accord qu'aujourd'hui, on joue beaucoup moins du pianoforte et du clavecin que du piano, ça existe toujours. Il y a toujours des gens qui se passionnent pour le clavecin. Moi, mon professeur de direction d'orchestre est un claveciniste. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que
de la création qui s'ajoute à ce qu'il y avait avant. On va pas éliminer ce qu'il y avait avant. On continue en fait, on continue de créer, on explore de nouvelles voies. Donc encore une fois, et je l'espère, la création, elle n'est pas prête de s'arrêter. Mhm. Ouais, je comprends bien, oui. Est-ce que, dans ce que je vois là, en fait, c'est que tu as une vision autour de l'avenir en général. Est-ce que il y a quelque chose que tu veux transmettre avec ta musique à toi en particulier? Alors, ça c'est une question difficile. Quelque chose que je veux transmettre. Moi, ce que je cherche dans ma musique, c'est vraiment, enfin, je cherche avant tout à me faire plaisir. Disons que je transmets à qui veut l'entendre, mais c'est vrai qu'au départ, je pars du principe, et je crois que je suis loin d'être le seul dans ce cas, mais bon, ma musique, je considère qu'elle doit me plaire à moi. Mhm. Euh, c'est ça, je veux dire, la condition sine qua non, c'est que je me fasse plaisir. Mais bon, ça, c'est pas très compliqué. Je veux dire, j'ai forcément orienté les choses de façon à me faire plaisir. C'est comme quand tu fais la cuisine, bah, tu vas forcément te faire plaisir avec des choses que tu aimes bien. Mais si l'exemple est parlant. Mais disons que l'idée aussi, bah, moi, c'est d'essayer de proposer des choses relativement variées, de proposer des expériences un peu sensorielles avec ma musique, euh, des émotions, parce que bah, le caractère émotionnel de la musique, il est évidemment très important. Euh, mais moi, ce que j'aimerais proposer aux autres, hein, à ceux qui veulent entendre, c'est bah, de l'expérience sensorielle, dire ah oui, je ressens quelque chose. Voilà, s'ils ressentent rien, bon bah C'est voilà, raté. faut essayer. C'est d'une certaine manière, j'ai échoué. Mais Mhm. de toute façon, je ne m'attends pas à avoir un taux d'adhésion de 100%. C'est normal qu'il y ait des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Et je dirais même c'est sain. Je veux dire, si à un moment donné tout le monde se mettait à dire à aimer ma musique, je me dirais soit ils sont vraiment trop gentils avec moi, soit ils ont été conditionnés, je ne sais comment, à aimer cette musique-là. Enfin, je me dis, il y a un problème, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de façon normale un petit peu de débat. Hein, mais moi, voilà, j'essaie quand même de transmettre en grande partie de l'émotion et leur donner envie, bah, souvent, moi, ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était écouter une musique et puis me raconter des histoires avec. Donc, si ma musique, elle inspire à l'auditeur une sensation, une impression, une histoire, bah, j'ai envie de dire, c'est gagné. Hein. Et puis, il y a des musiques qui sont clairement faites pour ça. Notamment, il y a une œuvre de Debussy qui s'appelle Parfum de la nuit. C'est-à-dire une musique très voluptueuse, etc., qui est censée évoquer la diffusion des parfums propres à la nuit dans la forêt, etc. Et en fait, quand j'écoute la musique, moi, dans certains moments, j'écoutais cette musique, je me disais, mais finalement, je sens le parfum, quoi. Là, je sens un parfum de violette, là, je sens un parfum de rose, etc. Bon, c'était peut-être pas du tout ce que voulait le compositeur, mais qu'importe, ça m'inspirait des choses. Et je pense que la musique, elle est là pour ça. C'est pour nous permettre de nous évader, de créer un univers, tout comme on va admirer un tableau ou une sculpture, on va admirer quelque chose. euh, on va passer des heures devant un tableau dans un musée. Moi, il m'est arrivé de rester dans une galerie d'art moderne, par exemple. J'adore l'art contemporain, j'adore l'art moderne. Il m'est arrivé de rester des heures devant un tableau complètement difforme en me disant mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Je ne me lassais pas de me faire transporter par l'imaginaire du peintre parce que en fait c'est un imaginaire qui est constamment en recherche et un petit peu inaccessible. Et je comprends quand tu me dis par exemple que tu peux pas conduire avec de la musique parce que tu passes trop de temps à essayer de comprendre, analyser, etc. C'est vrai que la forme d'art est faite pour ça. Et donc bon moi je souhaite évidemment, mais bon ça c'est un vœu pieux, hein, mais je souhaite bah, que ma musique elle puisse servir un peu de réflexion les gens, que ça puisse leur procurer du plaisir, de l'émotion, voilà, de la réflexion, que ça puisse euh, déclencher les choses chez eux. Enfin, je souhaite évidemment arriver à ce stade. Bah, je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup ce genre de réponse parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas souvent. Je couperai peut-être ça. Mais j'aime beaucoup ce genre de réponse. Écoute, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions que je Hmm. voulais te poser. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu consacres à ça et je suis absolument convaincu que ta musique va se diffuser Eh ben, parce que les idées que tu développes ici, à mon sens, se transmettent dans le son que tu produis. Donc, bah, merci beaucoup, Erwan.
Merci beaucoup à toi Thomas aussi, hein. Merci d'avoir pris le temps en tout cas de faire cette interview et du coup de m'avoir invité dans ton podcast. Et puis en tout cas d'avoir pris le temps aussi parce que c'est vrai que je pense que c'est aussi beaucoup de travail et un grand merci parce que c'est aussi des gens comme toi qui nous permettent de faire découvrir un peu notre travail et nous permettent d'alimenter des axes de réflexion sur Internet. Je suis un auditeur régulier de YouTube et j'écoute régulièrement des podcasts sur des sujets divers et variés, des fois sur l'art, des fois sur plein d'autres choses. Et je trouve que justement, c'est la curiosité des gens comme toi qui alimente la richesse de Internet. Donc, un grand merci en tout cas pour ce travail que tu fais. Et en tout cas, j'espère que notre interview de ce matin t'aura été profitable. Merci beaucoup pour le temps que vous venez de consacrer à cet épisode. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, j'avais oublié de vous le dire en intro. Très bonne journée, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.